bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde sur l'économie circulaire. Alors j'imagine que c'est un sujet que certains d'entre vous connaissent déjà, parce que c'est une idée quand même qui est assez séduisante, puisque le principe c'est de sortir d'un monde et d'un modèle totalement linéaire pour faire perdurer nos modèles d'affaires. Alors, c'est vrai que dans le modèle linéaire, lorsqu'on veut par exemple produire un téléphone portable, on va extraire donc, du coup, des ressources qu'on va transformer. Et puis lorsqu'il arrive à sa fin de vie, il finit où? Il finit à la poubelle et ça devient un déchet. Alors, on n'a pas besoin de grands mathématiciens pour comprendre que lorsqu'on souhaite avoir une croissance économique infinie dans un monde fini avec des ressources limitées, à un moment donné, nos modèles vont arriver à bout de souffle. Et on commence d'ores et déjà à voir un peu donc, du coup, les limites de ce modèle. Donc l'idée de se dire qu'on va pouvoir fabriquer nos futurs produits à partir de déchets, alors notamment à partir de futurs déchets, c'est très séduisant. Et est-ce que donc du coup l'économie circulaire ne serait pas au final une stratégie gagnante pour rendre nos entreprises performantes? Pour parler de ce vaste sujet, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir avec moi Raphaël Masviner, cofondateur donc, du coup, de Circulaire, Catherine Chevauché, directrice économie circulaire chez Veolia, Green Schuch, directrice du programme économie circulaire du SGPE, et également Quentin qui nous remplace Nicolas Cruau, donc président de Néolith, et Quentin, donc du coup directeur communication du groupe Néolith. Merci à vous d'être là aujourd'hui avec nous pour nous partager votre expertise, et je en profite aussi pour remercier Circulaire qui est le partenaire justement de cette table ronde sur laquelle on va pouvoir échanger. Alors, pour débuter nos échanges, j'aimerais revenir sur un chiffre. C'est le Circularity Gap Report. C'est l'indicateur de circularité au niveau mondial. Et c'est vrai qu'en 2025, on est à 6,9% de circularité au niveau mondial. Alors quand on regarde en 2022, on était à 8,1%. Et en 2018, on était à 9,1%. Donc je me tourne donc vers Raphaël et Lorguin, puisque donc, du coup, comment on arrive à expliquer que ce taux diminue ces dernières années. Je ne sais pas si, par exemple, Raphaël, on peut avoir donc, du coup, tes premières explications. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Merci Thomas de nous accueillir. Peut-être pour repréciser ce qu'on entend par économie circulaire, et je serais très heureux que vous veniez compléter la définition pour qu'on soit sûr qu'on parle tous de la même chose. C'est un modèle économique qui va préserver les ressources naturelles en amont de la chaîne de valeur, limiter au maximum l'utilisation de nouvelles ressources tout au long de la chaîne de valeur, limiter la production de déchets et diminuer au maximum les émissions de carbone. Ça, c'est la définition de l'économie circulaire, et appliquée au monde de l'entreprise, c'est quel modèle économique l'entreprise va mettre en place, encore une fois, pour réduire l'utilisation de ressources et réduire la production de déchets. Ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder la définition au niveau international de l'ONU qui dit que l'économie circulaire permet de découpler la croissance de l'utilisation des ressources. Et on va revenir dessus, mais ça peut devenir très intéressant. L'indicateur que tu citais, il a été créé par une association qui s'appelle Circle, plus exactement une fondation hollandaise qui s'appelle Circle ou Circle Economy. C'était en 2018. Et effectivement, on avait un taux de circularité qui avoisinait en 2018 les 10%. Et cette année est apparu le nouveau rapport de Circle avec un taux à 7,9%. Donc le premier constat, c'est une diminution de l'économie circulaire. Alors, deux choses importantes à garder en tête. C'est que les indicateurs, il faut toujours rentrer un petit peu dans le détail, et la méthodologie de calcul a évolué. Il y a eu de nouvelles normes, et notamment 59004 dont tu nous parleras juste après, Catherine, qui fait que les indicateurs ont changé, donc on n'évalue plus exactement la même chose. Néanmoins, l'indicateur baisse quand même. Et une autre chose qui est intéressante à regarder, c'est que on pourrait dire l'indicateur baisse, donc l'économie circulaire baisse. Or, ce n'est pas le cas. En valeur absolue, les modèles d'économie circulaire, du réemploi, du reconditionnement, du recyclage, n'ont jamais été aussi importants, mais en parallèle, la consommation de ressources, elle, est bien plus importante, du fait d'une population de plus en plus importante et de consommation et d'un rythme de consommation associé encore plus important. Et ça nous renvoie à un autre indicateur, c'est qu'en fait, le vrai problème que souligne cet indicateur-là, c'est la consommation exponentielle de ressources. Est-ce que certaines et certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce qu'on appelle le Global Overshoot Day ou le jour du dépassement? Est-ce que vous savez quelle était la date de ce jour du dépassement en France? Alors fin juillet, c'était au niveau mondial. Donc le jour du dépassement, c'est le jour dans l'année où on a consommé l'ensemble des ressources que la Terre nous met à disposition. Donc c'était le 29 juillet pour cette année. Donc on consomme au niveau planétaire à peu près 1,8 planètes. Et en France, c'était le 19 avril. Donc ça veut dire qu'on consomme 2,8 planètes
au niveau de la France. Concrètement, ça veut dire qu'on a de moins en moins de ressources et le prix de ces ressources est en train d'exploser. Donc si on rattache ça au monde de l'entreprise, ça veut dire que le prix des matériaux dont dépendent ces entreprises est en train d'exploser et que ça va remettre profondément en cause leur chaîne de valeur et leur modèle d'affaires. Lohane Green, je te passe là-dessus. C'est exactement ça, Raphaël. Du coup, Lohane Green-Schulz, moi je suis en charge de l'économie circulaire au secrétariat général à la planification écologique. Juste parce que comme c'est un long mot, juste pour vous dire que c'est juste un service qui est rattaché auprès du Premier ministre pour essayer d'avoir une vision plus longue de l'environnement, de se dire que ce n'est pas des politiques à de court terme l'environnement, mais c'est bien avoir une vision très systémique de comment on va arriver à réussir cette transition écologique. En prenant les enjeux d'économie circulaire, évidemment, mais également de biodiversité, de changement climatique, de tout ce qui est biodiversité et santé. Et en matière d'économie circulaire, ce qu'on constate, c'est exactement ça, c'est que depuis plusieurs années, depuis 10 ans même, les matières, en fait, la consommation des matières pour la consommation finale des Français stagne, alors qu'on a plusieurs efforts, en tout cas en termes de recyclage notamment, en termes de réemploi, comme tu l'as dit Raphaël. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc qu'on consomme plus, qu'on produit plus. Et donc, on a le sujet de, oui, l'économie circulaire, mais l'économie circulaire peut avoir des effets rebonds si on ne prend pas en compte vraiment tout ce qui va être sobriété et efficacité. Moi, dans la définition de l'économie circulaire, j'aime bien dire, c'est surtout si on réduit la consommation de matière, mais on rend plus efficace cette consommation de matière. Et là, on le voit bien sur plein de secteurs en ce moment. À mes pieds, j'ai des emballages. Aujourd'hui, on se dit, en 2023, on était à plus de 127 milliards d'emballages en unités qui ont été mis en France sur le marché français. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi un sujet de oui, on consomme de plus en plus de matière, parce que qui dit par exemple pour les emballages, comme je les ai toujours au pied, les emballages, c'est le premier consommateur de papier carton, c'est le premier consommateur de verre, c'est le premier consommateur de plastique. Et donc il y a quand même un vrai sujet de se dire, bah oui, il y a un sujet sur la consommation des Français, mais pour les emballages, ça marche aussi sur le textile, sur les équipements électriques et électroniques. Le textile, on est à 40 pièces neuves par an par Français. Est-ce qu'on n'a quand même pas un sujet aussi de sobriété? Mais ça va autant pour la consommation que l'offre, la demande. Il y a vraiment un sujet de se dire qu'il faut aller beaucoup plus loin sur l'économie circulaire et voilà, vraiment de réduire en tout cas la consommation de matière, la production de déchets en France. Alors justement, vous avez parlé de... On m'entend bien? Non? Merci beaucoup. Oui, alors justement, du coup, je vous ai entendu dire par rapport du coup, aux emballages, c'est vrai que le plastique revient souvent au cœur des préoccupations. Veolia, qui est un acteur majeur, notamment dans l'écosystème pour le remballage, est-ce que pour vous, ça vous semble possible, 100% de sécurité, rien que sur nos emballages et avec le plastique? Alors oui, 100% de circularité, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors Veolia, nous on produit presque 500 000 tonnes par an de plastique recyclé, par rapport à 450 millions de tonnes de plastique qui sont mis sur le marché. Voyez, donc même si on est un acteur de premier plan au niveau mondial, en fait, on pèse très peu dans la production de plastique recyclé. Et pourquoi on produit peu de plastique recyclé? Parce qu'on a du mal à le vendre. Donc ça peut paraître complètement absurde par rapport à ce qu'on vient de se dire, mais pourquoi on a du mal à le vendre? Parce que le plastique vierge, qui est fait à base de pétrole, reste toujours plus compétitif que le plastique recyclé. Et quand bien même on arriverait à recycler tout notre plastique, c'est vrai que la qualité se dégrade au fur et à mesure des cycles de production, en fait, et on ne peut pas recycler ad vitam aeternam. Et même dès le premier cycle de production de plastique recyclé, on est obligé d'ajouter un peu de matière vierge. Voilà. Donc là, c'est clair qu'on n'arrivera jamais à 100%. Et la clé de tout ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la réduction à la source, la réduction à l'amont. Donc plus de sobriété et repenser réellement nos modes de consommation, de surconsommation, je dirais, qui vont avec nos modes de surproduction, du coup, notamment dans nos pays industriels, enfin nos pays, pardon, les industries occidentales, en fait, dans les pays occidentaux. Parce que ça, ce problème-là n'est pas le même partout. Les filières ne sont pas développées de la même façon partout. Donc il faut faire attention quand on parle d'économie circulaire et de réduction effectivement de consommation, ce qui serait l'idéal, donc de sobriété dans tous nos usages. Mais par contre, il y a des endroits sur la planète où les gens ont besoin de se loger, ont besoin de se déplacer, ont besoin de se nourrir. Et là, c'est une question de partage des ressources et de partage de la valeur.
Alors c'est vrai que donc, du coup, lorsqu'on regarde au niveau français, au niveau européen, on a tendance à penser qu'on est des bons élèves. Alors c'est peut-être parce qu'on est un petit peu chauvin, mais derrière on arrive quand même du coup à le voir avec un chiffre. C'est l'Agence européenne de l'environnement qui nous dit qu'on a atteint 11,5% de sécurité au niveau européen et au niveau de nos système économique européen. Alors est-ce que ce chiffre reflète bien la situation selon vous? Et peut-être que pour débuter cette réponse, Catherine, est-ce que vous présidez avec Veolia le Comité international des normes d'économie circulaire? Est-ce que vous pouvez nous apporter votre vision? Oui, alors je vous ai apporté un petit schéma ici. En fait, au niveau économie circulaire, l'année dernière, en 2024, début 2024, on a publié un ensemble d'experts qui rassemblent 105 pays aujourd'hui, ont publié des normes qui s'appellent ISO et qui ont un petit numéro, donc c'est la série 59 000. Comme on a les normes qui vous disent comment faire du management environnemental, prendre ses impacts environnementaux en compte dans des productions ou dans des organisations. Peut-être que vous êtes certifié, je ne sais pas. Pas encore. Mais donc là, il y a une norme spécifique sur l'économie circulaire, des normes spécifiques sur l'économie circulaire, donc un consensus international qui donne la définition, peu ou prou ce qui a été dit tout à l'heure par Raphaël, qui donne d'autres définitions sur les ressources renouvelables, les ressources recyclables, les ressources recyclées, l'esprit dans lequel on doit être quand on fait de l'économie circulaire. Donc cet esprit, cette pensée systémique, cette approche long terme qui a été évoquée tout à l'heure, exactement comme pour le carbone, donc approche long terme, le partage de la valeur sur les chaînes de valeur, donc les nécessaires collaborations, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, les nécessaires collaborations, parce qu'une entreprise seule ne peut pas tout faire, il faut vraiment sortir de ces frontières-là internes et aller sur les chaînes de valeur, parler avec les autres et s'associer avec les autres. Et puis tout ce qui est utiliser beaucoup mieux les ressources. Donc ralentir notre consommation de ressources, les recycler, les réutiliser, avant de les recycler d'ailleurs, les réutiliser beaucoup mieux. Et puis dans ces normes-là, on a tout un tas d'actions que vous voyez à l'écran ici, qui sont là pour préserver la matière, préserver vraiment la matière. Donc réparer, reconditionner, réutiliser, toutes ces actions-là, avant d'en arriver au recyclage, ce qu'on fait en fait, nous, en fin de chaîne, parce que quand on en arrive au recyclage ou à l'enfouissement, ce qui est le pire, ou à l'incinération, on détruit la matière. Or, cette matière, on en a besoin, parce que vous l'avez expliqué tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Alors, Raphaël, est-ce que, du coup, selon toi, l'Europe est à la pointe et est-ce que, du coup, derrière, par le biais de l'action de circulaire, est-ce que tu as vu des exemples notables qui permettent d'avoir espoir qu'on arrive justement à cette sécurité? Alors, être à la pointe, en tout cas, on est à un moment où l'Europe peut vraiment prendre le leadership sur l'économie circulaire. Sur les 11%, pareil, toujours faire attention aux indicateurs, qu'est-ce qu'il y a derrière les indicateurs. Mais par contre, on est en train de publier un certain nombre de lois, d'actes délégués, de règlements sur l'économie circulaire. Et c'est un des continents qui publie le plus de lois en ce moment. On va en parler. On a eu l'ESPR, la législation sur l'éco-conception cette année. On a eu la législation sur ce qu'on appelle les matériaux critiques, CRMA, donc Critical Raw Material Act. On va avoir un Circular Economy Act l'année prochaine. Donc on voit qu'il y a une vraie émulation législative et que pour la première fois, associé à cette émulation, il va y avoir à la fois des incentives, donc des financements dans le cadre de ce qu'on appelle le Clean Industrial Deal. Dans les prochaines années, c'est 100 milliards qui vont être là pour financer la transition et une bonne partie de ces fonds vont aller vers l'économie circulaire. Et en même temps, des pénalités qui vont pour la première fois considérer un pourcentage du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc ça peut aller à 1, 2, 3% du chiffre d'affaires si l'entreprise ne respecte pas les termes et conditions imposés par la loi en termes de circularité. Donc ça, c'est un mouvement intéressant. On bénéficie du backwash écologique et du recul des États-Unis. Donc, quelque part, l'arrivée de Trump au pouvoir fait que le leadership environnemental qui pouvait être pris par les États-Unis est en train de s'effondrer. Et donc, l'Europe peut vraiment tirer l'épingle de son jeu. Mais on a tendance à oublier un peu trop vite la Chine. La Chine qui a été un des premiers pays en 2009 à légiférer sur l'économie circulaire. Ils ont fait une première loi sur l'économie circulaire en 2009. Il y a 4 ans, c'est rentré dans le plan quinquennal, donc en 2020, du gouvernement chinois, du Parti communiste chinois, d'avoir une stratégie et d'en faire un des piliers moteurs du plan à 5 ans de l'industrie chinoise. Et donc eux aussi vont très 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 vite.
Et donc il y a une compétition en ce moment entre l'Europe, l'Asie, drivée par la Chine, sur cette circularité. Et oui, aujourd'hui, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle que j'ai envie de vous partager, on voit émerger des champions sur l'économie circulaire et plus uniquement des startups. On va parler de grands groupes, un Decathlon qui fait en 2023 plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires avec l'économie circulaire, un Renault qui, à travers la Refactory, a un objectif de 2,3 milliards de chiffre d'affaires sur l'économie circulaire, ou encore un Fnac Darty qui est abonné à Darty Max ici ou qui a déjà acheté un produit chez Darty. Ok, pour ceux et celles et ceux qui n'ont pas acheté chez Darty, Darty vous propose maintenant un abonnement qui s'appelle Darty Max qui va entre 10 et 20 euros. Et cet abonnement annuel vous permet de réparer vos produits électriques, à la fois électroniques, à la fois Darty et non Darty. Et ils ont lancé ça il y a quelques années. Et aujourd'hui, ils font plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ce service qui promeut l'économie circulaire. Ils ont une rétention de clients de plus de 30% par rapport à leur offre classique. Donc on voit qu'il y a une économie circulaire qui passe à l'échelle avec quelques grands groupes. Mais encore une fois, comme le disait Catherine, on est très très loin du 100% circulaire. Et il y a encore une marge de progrès assez incroyable à atteindre. Je me permets de rebondir sur ton dernier exemple, puisque c'est un exemple typique de ce qu'on pourrait appeler de l'économie de la fonctionnalité. Alors, c'est une branche de l'économie circulaire. Peut-être qu'on pourrait peut-être repréciser, je ne sais pas si Raphaël ou Laurine, vous pouvez repréciser. Oui, alors l'économie de la fonctionnalité, en fait, c'est de se dire on ne va pas vendre une propriété, on va vendre un usage. C'est-à-dire on ne va plus vendre une imprimante, on va vendre des impressions. On va plus vendre des pneus, on va vendre des kilomètres. Et c'est vraiment de se dire, du coup, l'objectif, ça a pu être de vendre des produits neufs qui vont avoir une durée courte, où l'objectif, le chiffre d'affaires va vraiment être basé sur le nombre de quantités, en tout cas, qui seront vendues. Mais c'est vraiment de se dire, il faut vraiment que les produits qui permettent d'avoir cet usage durent le plus longtemps pour que ce soit le plus rentable possible. Et en fait, on inverse vraiment toute la logique en fait, de linéaire vers le circulaire, en tout cas, grâce à ce système d'économie de fonctionnalité qui peine encore à prendre sa place, mais qui se développe quand même de plus en plus. C'est vrai que c'est un modèle dont on avait entendu beaucoup parler, surtout dans mon souvenir c'était Michelin qui avait commencé un peu à amorcer la marche en proposant aux professionnels donc, du coup, de la location de leurs pneus pour les poids lourds. Donc c'est vrai que ça commence à être un modèle qui commence à vraiment arriver de plus en plus sur tous les secteurs. J'en profite pour rebondir parce que c'est vrai qu'on a des champions, alors des grands groupes qui se mettent beaucoup au travail sur cette thématique-là. On a également du coup des startups qui ont des super innovations sur ces thématiques. Derrière, on a aussi des startups qui ont bien grossi. Alors du coup, je me permets donc, du coup de me retourner vers toi, Quentin, puisque Neolith, c'est un super exemple, notamment de ce qu'on est capable de faire à travers de l'innovation pour aller vers la sécurité. Est-ce que tu peux nous repréciser Neolith et après, donc, j'enchaînerai avec d'autres petites questions. Merci Thomas. Je vous prie d'abord d'excuser Nicolas Cruot qui a été retenu et cette voix un peu éraillée. J'espère que vous m'entendez quand même bien. Donc Neolith, c'est une entreprise française. On est en Anjou, à la campagne, ce qui est assez atypique entre Angers et Cholet pour ceux qui connaissent leur géographie, au milieu des vignes. Et notre activité consiste à traiter des déchets non dangereux et non recyclables pour fabriquer des granulats, des petits cailloux qui sont utilisés en lieu et place de granulats de carrière dans des bétons. L'objectif, c'est d'abord d'avoir une approche circulaire sur des déchets qui habituellement sont enfouis ou incinérés, donc qui réémettent énormément de carbone, alors soit équivalent carbone quand il y a une décomposition du déchet en enfouissement, ou bien une décomposition de la matière en carbone en incinération. L'objectif, c'est donc d'avoir cette approche circulaire, de fabriquer une matière à partir de ce qui était un déchet, et puis de stocker le carbone qui est contenu, en tout cas sa part biogénique qui est contenue dans le déchet. Et c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qui aurait été relargué dans tous les cas dans l'atmosphère si ces déchets-là n'avaient pas été envoyés chez nous. Donc notre activité à nous repose aujourd'hui sur 2 sites pilotes qui sont une usine de 1000 tonnes de capacité par an et une de 10 000 tonnes par an. Et on prépare l'industrialisation, donc le passage à l'échelle, qui est un des grands enjeux, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, pour des entreprises comme les nôtres, c'est-à-dire d'avoir donné la preuve que ça fonctionne, mais maintenant de l'essaimer un petit peu partout et de montrer qu'à grande échelle, ça fonctionne aussi. Et juste avant peut-être d'entendre ta question, ce qui sous-tend notre discussion-là, c'est quand même la notion de déchet. L'économie circulaire, c'est le côté positif du déchet. Donc ça veut dire quand même qu'il y a déjà un déchet. Sauf si on est dans des économies de la fonctionnalité où c'est une sous-catégorie qui oblige à penser le projet et le produit différemment. Sinon, c'est vraiment
quelque chose qu'il faut éviter. Donc, moi, je rappelle souvent qu'on encourage, nous, le recyclage des déchets quand c'est possible, et on encourage encore mieux le réemploi ou la non-production de déchets. Et je tiens à le dire parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion sur le fait que nous, en attrapant un maximum de déchets, on se rémunère un maximum aussi. Et je vous invite, si vous avez envie de creuser la notion de déchets et de matière, à lire un bouquin qui est sorti il y a, je pense, quelques semaines de Claire Larocque qui s'appelle Philosophie du déchet au PUF, et qui est très bien vu et qui permet de prendre un peu d'air, un peu de hauteur, un petit pas de côté sur ce sujet-là. Et en fait, on ne connaît pas très bien le sujet du déchet parce que c'est très confortable, une fois qu'on a mis ces belles petites bouteilles dans la poubelle, de ne plus penser à la suite. Et en fait, trier, c'est une étape importante, mais c'est une étape minime de toute la chaîne. Et il y a beaucoup de matières, c'est peut-être impensif, mais qu'on ne peut pas recycler. On en parlait juste avant que Thomas n'introduise. Et donc la logique de consommation, elle est capitale en premier lieu. Merci beaucoup, Quentin. Alors, Raphaël nous l'a reprécisé. On a aussi un cadre réglementaire qui est quand même assez massif. En Europe, en France, on a de belles avancées. Et c'est vrai que est-ce qu'on a le droit de dire que justement l'Europe est en amont de phase et à la pointe aussi grâce à ce cadre réglementaire? Justement, je voulais donc du coup te poser la question, Quentin, pour savoir si justement le business model, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment tourné sur l'économie circulaire, est-ce que tu penses que Néolith s'est développé aussi grâce à ce contexte réglementaire et à ce cadre qui a été posé? Oui, clairement, c'est une bonne question parce que Néolith a 6 ans. Si on avait eu 6 ans de plus, on aurait été mort depuis très longtemps parce que la maturité des esprits amène des changements réglementaires ou législatifs qui amènent l'émergence et la survie de certaines entreprises. Et nous, on est un très bon exemple. C'est-à-dire que notre business model repose sur principalement le traitement des déchets. On est payé pour chaque tonne de déchets traités et puis par la vente de granulats. Et là, c'est très résiduel en proportion. C'est un rapport de 1 à 10 ou 1 à 15. Donc l'enjeu pour nous, ça a été de pouvoir pratiquer des prix qui malheureusement sont égaux aux prix qui sont pratiqués en enfouissement ou en incinération. Il n'y a pas de ce qu'on appelle de green premium, il n'y a pas de prime aux vertueux, ça n'existe pas. Et donc, on doit s'aligner. Et si on a pu s'aligner, c'est que il y a une taxation qui s'appelle la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, qui a augmenté depuis quelques années, qui a permis d'atteindre aujourd'hui, certains s'en plaignent, mais un prix relativement élevé pour enfouir ou pour incinérer les déchets, ce qui conduit évidemment les centres de tri, qui sont nos clients, qui nous apportent les refus de tri, eh bien, à reconsidérer l'exutoire final pour leurs déchets. Et donc sans cette hausse de TGAP, très clairement, alors c'est franco-français ici, mais il y a des mécanismes au niveau européen qui fonctionnent bien aussi, Néolith n'aurait pas pu voir le jour. Et donc nous, on pousse aussi pour avoir ces leviers incitatifs qui sont soit réglementaires purs, avec des contraintes, donc sur l'achat de plastique recyclé, sur de matières en réemploi, via la commande publique notamment, ou alors via la fiscalité qui est un levier très contraignant. Et la logique très simple pour aller un tout petit peu plus dans l'illustration, c'est que un centre de tri qui doit investir, je dis n'importe quoi, 20 millions d'euros pour avoir une machine qui lui permet d'augmenter la qualité de son tri, et donc d'avoir davantage de matière qui va être triée, et donc recyclée, et moins de matière qui va aller en enfouissement, en incinération ou chez nous, eh bien c'est un calcul très simple à faire. Si vous augmentez les taxes, vous multipliez par le nombre de tonnes, par le nombre d'années, vous avez un ROI sur votre investissement dans la machine de recyclage qui fait que vous allez préférer cet investissement-là que d'aller envoyer des tonnes qui sont de plus en plus chères en enfouissement. Et là, on a un mécanisme qui fonctionne, en tout cas de notre point de vue, très bien. Il y a sûrement quelques biais et des effets à corriger, mais c'est un exemple très concret de ce qui fonctionne finalement, parce que ce qu'on encourage, nous, c'est qu'il y ait moins de déchets et davantage de matières récupérées. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ce constat, je me tourne vers toi, Laure-Green, est-ce que ce constat, tu le partages? Est-ce que, selon toi, il y a vraiment des secteurs qui sont vraiment beaucoup poussés par la réglementation sur l'économie circulaire? Et est-ce que, donc, du coup, on a déjà des effets positifs, des exemples de secteurs qui ont aussi vraiment à se transformer par ce biais? Oui, en fait, il y a certains secteurs où il faut cette réglementation, et autant pour pousser l'offre que pousser la demande. On a vraiment des secteurs, et en fait, il y a un vrai sujet aussi de se dire comment on fait pour pivoter, pour forcer un peu l'offre, et on leur arrivera sans doute sur certains secteurs, je pense au réemploi notamment, mais pas que, sur l'emballage en tout cas. Il va y avoir vraiment un sujet de, oui, il y a besoin de cette réglementation, besoin de changer un peu les codes, changer
les objectifs, même pour les pourcentages de matières recyclées dans certaines filières. En fait, si on n'a pas assez de réglementation, tant que c'est pas compétitif, pas attractif, on voit bien que il va y avoir des freins et côté offre et côté demande. Et ça, c'est un vrai sujet en tout cas d'avoir cette réglementation qui suit pour qu'elle soit en fait un lanceur qui soit vraiment censé pivoter en tout cas ce modèle économique, mais qu'il faut le début. En fait, souvent, il y a certains secteurs, il y a juste besoin d'aide au début et après, quand il y a le passage à l'échelle, ça devient rentable, ça devient compétitif. Mais il faut cette aide et cette aide, souvent, c'est par la réglementation. Alors, Catherine, justement j'allais te poser la question parce qu'on parle beaucoup d'entreprises. J'imagine que tu voulais rajouter... Sur la réglementation, oui, moi je trouve que dans ce domaine-là, la réglementation a un impact extrêmement important. On a eu là en début d'année une réglementation européenne pour augmenter le contenu recyclé de plastique par exemple. Nous on attend ça bon là il est à 25%. Bon, on peut faire mieux certainement, mais c'est ça qu'on attend si on veut à un moment donné renverser les prix et faire rendre les produits qui contiennent des éléments recyclés, des matières recyclées plus attractifs. Parce que sinon on fait face à une économie extrêmement importante, très puissante en fait. La pétrochimie est extrêmement puissante et on n'arrive pas à faire face à ça. Et on est tous piqués au pétrole, tous autant qu'on est. Donc il faut renverser ça. Et la réglementation est extrêmement importante. Et les achats publics aussi. Les achats publics sont une force immense aussi pour pouvoir renverser les choses. Et depuis la mise en place de la loi AGEC, là on a des décrets qui arrivent petit à petit et on a notamment un décret qui concerne les achats publics et il y a différentes catégories de produits. Ça va de matériel roulant à d'équipements de protection individuelle, des choses comme ça. Et on a des objectifs dans la commande publique, des objectifs à respecter en matière d'achat d'objets, d'équipements réemployés, réutilisés ou contenant aussi des éléments recyclés. Donc ça, c'est extrêmement puissant parce que chaque collectivité, chaque mairie, chaque ville doit se conformer à ça. Bon, après, il faut que ça suive. Il y a peut-être un peu de temps au démarrage, mais ça, c'est extrêmement puissant. Alors justement, je voulais revenir sur ça parce que Raphaël, tu as fait un gros tour d'horizon aussi de beaucoup de modèles d'économie circulaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as pu voir, des appels d'offres où on a de plus en plus d'économie circulaire qui est demandée à l'intérieur? Est-ce que c'est une pratique qui commence à se généraliser? Oui, complètement. Je pense que je reviens sur ce que disait Catherine sur la commande publique. Je ne sais pas si vous le savez, mais la commande publique, c'est un montant assez phénoménal chaque année. Je crois qu'en 2023, c'était 180 milliards. Donc la commande publique, c'est les achats de biens par l'État. Et effectivement, dans la loi AGEC, donc, qui a été publiée en 2020, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, il y a l'article 59 qui stipule qu'au moins 10, 20, voire plus de pourcentage, ça va jusqu'à 100% de la commande publique, doit être en lien avec des boucles de circularité, donc le réemploi, le reconditionnement ou des produits issus de matières recyclées. Donc déjà, si on prenait juste 10% de la commande publique, ça fait un flux de 18 milliards qui va vers des matériaux issus de l'économie circulaire. Et donc là, il y a un vrai changement. Et donc quand le ministre des Armées et autres fait des commandes de biens et d'objets, ils vont devoir respecter ça. Donc les entreprises qui fournissent des biens issus de l'économie circulaire vont être priorisées. Donc ça, c'est côté appel d'offres public. Et côté appel d'offres privé, on le voit, c'est exactement la même tendance qui est en train de se passer. C'est que du fait des applications des différentes législations sur l'éco-conception, sur l'intégration de matières premières recyclées, tu as parlé de la législation sur le packaging avec PPWR, on va devoir se positionner sur l'économie circulaire. Et nous, on le voit, c'est-à-dire qu'on accompagne des grandes entreprises du CAC 40 qui préparent des réponses à appel d'offres. Donc typiquement, on a accompagné un énergéticien qui fait partie du CAC 40 pour gérer un parc d'un leader de la cosmétique que vous connaissez qui fait partie du CAC 40. Et un des critères de notation importants, c'était la circularité de l'offre de cet acteur de l'énergie. Et ils ont pu le gagner parce qu'ils étaient bien notés sur cette partie économie circulaire. Donc ça, c'est privé, je ne peux pas vous le dire, mais une histoire qui est assez connue dans le monde de l'économie circulaire, c'est un appel d'offres de Bouygues Énergie qui a fait un appel d'offres pour un parc immobilier de, je crois, 39 000 m² qui s'appelle 6 Degrees ou 6 degrés et qui a été remporté par Schneider Electric, notamment parce que Schneider Electric a une gamme de produits issus de l'économie circulaire. Et quand on va interviewer Bouygues, ce qui a fait que Bouygues a décidé de passer par Schneider et pas par quelqu'un d'autre, c'était cette offre circulaire. Et ça, c'est que le début d'une tendance qui va généraliser. Donc, encore une fois, ça ne va pas assez vite, mais
on voit les promesses de quelque chose qui va devenir une généralité dans les prochaines années. Alors justement, parce que c'est vrai que la loi AGEC, on en avait parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est très puissant comme loi. Ça a vraiment poussé à fond sur l'économie circulaire. Au début, elle a eu du mal un petit peu à s'implanter parce qu'on avait par exemple des chaînes de restauration qui continuaient à utiliser des emballages alors qu'elles n'étaient plus censées forcément le faire. Derrière, il y a eu aussi un événement l'année dernière qui a beaucoup poussé, notamment au niveau des achats et au niveau donc, du coup, des achats publics sur la sécurité, c'est les JO. Et alors, donc, du coup, est-ce que de votre vision, est-ce que les JO ont réellement du coup, eu cet effet boost au niveau de l'économie circulaire? Alors là, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut commencer à prendre la parole au tout début, mais voilà. Alors, sur les JO, il y avait un pari très ambitieux qui était notamment à travers les principes de l'économie circulaire de diminuer par 2 la facture carbone des JO par rapport à ceux de Rio. Il n'y a pas eu que l'économie circulaire, donc l'économie circulaire c'est une partie de la solution, ça c'est important de le dire aussi. Hein. C'est un modèle extrêmement intéressant à creuser, mais il y a évidemment les notions de sobriété qui ont été mises avant, la transition énergétique et autres. Donc ce qui a été atteint en termes d'économie circulaire par les JO, c'est assez incroyable. Il y a une bonne partie du mobilier qui a été loué. Il y a beaucoup de produits qui venaient issus de l'économie circulaire. Mais surtout, ce qu'il faut retenir des JO, c'est que pour un événement qui a duré, c'était quoi, du 26 juillet au 11 août, il me semble, qui a duré 3 semaines, en l'espace de 3 ans, c'était la première fois qu'on avait une responsable économie circulaire qui était nommée au comité des JO. On a réussi à faire un appel d'air pour des produits issus de la circularité à grande échelle. Les JO, c'est l'événement à l'échelle internationale qui est le plus éphémère et qui utilise le plus de ressources. Et on a quand même montré que c'était possible de le faire. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a eu un élan assez incroyable et puis c'est retombé. Mais pour moi, c'est la vraie illustration que si on a un engagement fort, et là en l'occurrence, c'était de montrer que la France faisait partie en Europe des pays pionniers sur l'économie circulaire, on est en capacité de le faire. Maintenant, le vrai challenge, c'est comment on fait durer ça dans le temps. Et ça, pour le coup, c'est un autre sujet. Ouais, et du coup, même sur les JO, il y a quand même un sujet aussi qu'ils ont vraiment bien travaillé sur le réemploi, notamment des bâtiments. Il y a eu un vrai sujet aussi que c'est quand même le premier JO avec des bouteilles zéro bouteille plastique, en tout cas pour les spectateurs. C'est là où on a développé des fontaines à soda. Enfin, on a vraiment développé des nouvelles choses, en tout cas, pour essayer, en tout cas, d'avoir plus d'économie circulaire. Sur le sujet, on a même des outils aussi. Après, il y a aussi beaucoup de retours d'expérience et des héritages des JO. On a des outils, quand on a des calculettes, on a des outils d'empreinte matière, des outils de plastique évité. Et je pense que c'est quelque chose qui est, de toute façon, qui est en cours de travail, mais qui est aussi qui va être repris notamment pour les JO, en tout cas pour les Alpes 2030. Et ça, on se sert vraiment de 2024 pour servir vraiment d'un retour d'expérience pour essayer d'avoir un peu plus d'économie circulaire pour les JO 2030. C'est un sujet sur lequel, en tout cas, l'État travaille en ce moment. Comme quoi, justement, avec une bonne volonté, on peut y arriver et on peut justement faire changer nos modèles d'affaires, nos modèles de consommation. Alors, c'est quand même assez fort parce que là, on parle beaucoup d'économie circulaire, on parle beaucoup aussi de thématiques environnementales, aussi des thématiques sociales derrière qu'il faut prendre en compte. Mais il faut bien avoir en tête que, on le voit à travers les exemples que vous nous donnez, l'économie circulaire, c'est un sujet hyper opérationnel. En réalité, on parle d'enjeux business derrière, et d'enjeux financiers qui sont quand même assez conséquents. Alors, comme du coup, quand on met en place l'économie circulaire, on parle souvent à des métiers qui vont être très opérationnels. Souvent, un métier opérationnel, le but, c'est qu'il faut que ça soit le plus simple possible et le moins cher. Est-ce que dans ce contexte, est-ce que ça peut être un frein justement pour le développement de modèles d'économie circulaire, vu que ça reste très opérationnel, où on arrive à avoir des directions, par exemple RSE dans des grands groupes, qui arrivent à insuffler au niveau des métiers opérationnels le vent suffisant pour faire changer les pratiques? Je ne sais pas si par exemple, Raphaël, tu veux peut-être débuter? Quelque chose qu'on a noté, donc nous on a créé Circulaire il y a à peu près 10 ans, et au tout départ, nos bailleurs persona, en tout cas les personnes avec lesquelles on interagissait, c'était les directrices et les directeurs de la sustainability. Et c'était des budgets limités, donc on arrivait à avoir 5-10 000 euros pour explorer des sujets de circularité. Et là, on assiste quand même à un changement assez radical, et ça c'est un message fort que, en tout cas, j'ai envie de faire passer, c'est que l'économie circulaire n'est en aucun cas le terrain conquis de la RSE. Les directrices, directeurs RSE
ont un rôle central, c'est les ambassadrices, les ambassadeurs de l'économie circulaire, mais ce n'est pas les personnes qui vont faire passer concrètement le modèle d'affaires de leur entreprise à d'un modèle d'affaires linéaire à un modèle d'affaires circulaire. Et là, je reprends un peu juste les principes d'économie circulaire. Le premier pilier qu'on active dans l'économie circulaire, c'est au niveau de la production. Et là, il y a 2 équipes et 2 métiers qu'on peut aller solliciter. Il y a toute la partie approvisionnement durable, donc comment on va aller chercher de la matière première secondaire. Donc c'est ce que vous faites chez Neolith, c'est ce que fait Veolia en recyclant, plutôt qu'aller chercher de la matière première vierge. Donc là, c'est les équipes achats, c'est les équipes sourcing qui vont avoir un vrai rôle à jouer. Puis après, il y a toute la partie conception. Quand je vais faire un téléphone portable, un bâtiment, comment je vais concevoir mon bâtiment, mon téléphone portable, mon jean, pour qu'il ait une durée de vie au maximum rallongée et que ça ne devienne, si c'est possible, jamais un déchet. Et donc là, c'est plutôt les équipes R&D, éco-conception qui vont travailler. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier. Et j'insiste sur un point aussi, c'est qu'à ce stade-là, on peut réduire jusqu'à 80% de l'impact d'un produit. Donc encore une fois, le rôle des équipes sourcing, achat, R&D et conception, c'est quelque part ceux qui constituent la pierre angulaire de l'entreprise sur l'économie circulaire. Ensuite, il y a tout ce qui est, on parlait de l'économie de la fonctionnalité, donc les équipes qui sont sur nouvelle offre. Donc on passe de la vente d'une perceuse qu'on va utiliser 12 minutes dans notre durée de vie à la location d'une perceuse à 12 personnes. Donc là, c'est les équipes business development, c'est les équipes marketing qui vont travailler sur un nouveau narratif. Pourquoi c'est plus intéressant de vendre l'usage de la perceuse que la perceuse elle-même. Et donc là, c'est vraiment d'autres équipes qui vont être mobilisées. Et puis après, il y a la partie nouvelle vie. Et celle-là, on retrouve encore une fois des acteurs comme Neolith et Veolia. Comment on donne une nouvelle vie au produit. Donc avant, comment on va allonger au maximum la durée de vie. Donc là, c'est les équipes SAV, c'est les équipes logistiques pour pouvoir récupérer la matière qui vont être mobilisées. Et puis après, il y a des prestataires externes qui, quand on n'a pas la compétence en interne, vont venir proposer des solutions techniques comme Veolia, comme Neolith, pour venir donner une nouvelle vie aux déchets. Donc on le voit, c'est vraiment l'ensemble des métiers et pas uniquement les fonctions support, mais c'est les fonctions très opérationnelles qui vont venir être mobilisées sur l'économie circulaire. Je crois qu'Antoine, tu voulais... Alors justement, ça tombe bien parce que je voulais justement te questionner sur le fait que, comme c'est un sujet opérationnel et que tu travailles sur le secteur du BTP, est-ce que donc, du coup, quand tu traites avec de l'opérationnel, ils arrivent à comprendre un peu ces enjeux, ces thématiques, ou ils voient ça encore comme une contrainte ? Non, pas comme une contrainte, mais il y a toujours l'effet prix dont j'ai parlé tout à l'heure qui est vraiment un frein. C'est-à-dire que parfois, dans le domaine du BTP, ça se joue à l'euro près. Alors soit on n'a pas assez sensibilisé dans ce domaine-là et donc il y a encore du boulot à faire, soit c'est parfois rédhibitoire. D'où ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait de devoir être aligné en matière de prix pour pouvoir avoir un business model qui tourne et qui soit viable et réplicable. Je voulais juste compléter ce que disait Raphaël, parce que là, c'est intéressant, on est rentré dans l'entreprise et dans les services. Nous, on a aussi une perception, c'est que la posture à avoir, elle est aussi très partenariale. C'est-à-dire que la boîte qui arrive, qui a tout compris mieux que tout le monde, etc., peut-être qu'on en a fait partie au tout début quand il fallait se faire connaître. Je pense qu'on a maintenant compris qu'il fallait être vraiment en complémentarité avec d'autres entreprises. Il y en a qui sont là depuis très longtemps, qui font très bien leur travail à leur manière. Alors, elle est critiquable peut-être dans des salons feutrés comme ici, mais en tout cas, le travail est fait. Et donc, il faut aussi réussir assez diplomatiquement sur le terrain à s'articuler avec ces gens-là qui ne parlent pas le même langage que nous, pas la start-up, les levées de fonds à des dizaines de millions, etc. Et puis qui font vraiment bien leur boulot, quoi. Donc nous, notre avantage, je pense aujourd'hui, c'est de s'être intégré dans un modèle d'affaires où on remplace simplement une brique qui est l'enfouissement, et principalement. Le reste la même chose. Donc ceux qui font du tri ou celles qui font du tri le font très bien. Les mecs du BTP, ils font très bien le béton, et très bien, on leur laisse aussi leur boulot. Et je pense que ça, c'est important aussi pour que ce soit une chaîne de valeur qui fonctionne. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est même plus important, ces partenariats qu'on peut avoir sur une chaîne de valeur, parce que les technologies, globalement, on les a, en fait. Ou alors, il en manque peut-être quelques-unes, mais il y a plein de choses qu'on sait faire déjà. Par contre, il y a des choses qu'on ne connaît pas, que les autres font, en fait. Donc, si on reprend notre exemple, nous, on a des centres de tri. Donc, dans ces centres de tri, on trie les matières. Et il y a des choses qu'on n'arrive pas à trier, tout simplement parce qu'au niveau de la conception, celui qui l'a conçu, c'est pas nous, c'est un metteur sur le marché de produits. Et il a mis son produit, il a conçu son marché par rapport à ses propres
caractéristiques à lui par rapport à son propre marketing, par rapport à son propre marché. Mais sans penser que cet objet-là arrivera un jour dans un centre de tri. Et que dans ce centre de tri, peut-être qu'en fonction de la façon dont il est conçu, cet emballage-là, finalement, il ne sera pas trié correctement, alors qu'il pourrait l'être. On a des exemples typiques chez nous, qui sont les emballages de shampoing ou de cosmétiques comme ça, notamment quand ils sont conçus avec du noir de carbone à l'intérieur et ils ne passent pas les chaînes de tri à cause du tri optique. Et donc le tri optique ne les reconnaît pas, même s'ils sont en plastique qu'on pourrait recycler derrière. Donc quand on voit ça, finalement, l'économie circulaire, dans ce cadre-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire remonter pour nous cette chaîne de valeur, aller voir le metteur sur le marché et tenter de discuter avec lui en expliquant le problème et voir si on arrive ensemble à finalement éviter de mettre sur le marché ce type d'emballage et pas avoir à inventer à nouveau la nouvelle machine qui fera qu'on reconnaîtra ces emballages particuliers, parce que sinon on accumule des technologies sur les technologies, on n'en sort pas en fait, mais plutôt essayer de concevoir ensemble. Et donc l'économie, le premier levier de l'économie circulaire, c'est ce qui a été dit tout à l'heure aussi, mais c'est cette éco-conception, mais conception en vue de la recirculation des matières. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est du partenariat et c'est discuter autrement. Donc il y a un élément important de l'économie circulaire, c'est la collaboration entre les différents acteurs. Vraiment la collaboration entre les différents acteurs. Alors justement, je vois bien que vous gardiez le micro parce que j'ai une autre question justement par rapport à Veolia. Chez Veolia, le sujet de l'économie circulaire, est-ce que donc du coup c'est au niveau du top management qui se sujet du sujet et après ça redescend au niveau des équipes opérationnelles, ou est-ce que donc du coup ces équipes opérationnelles qui sont venues aussi challenger un petit peu, comment ça s'organise en réalité tout ce programme? C'est un peu des deux en fait, parce que au niveau du top management, on a une performance plurielle. Donc c'est une quinzaine d'indicateurs qui sont publics, qu'on publie annuellement, dont un sur la préservation des ressources. Alors la préservation des ressources, pas les matières en fait, mais l'eau. Parce qu'on a choisi cet indicateur-là. Et donc, une certaine catégorie de personnel a une rémunération qui dépend de l'atteinte de cet objectif-là, notamment. Mais c'est la même chose pour le carbone, les émissions de gaz à effet de serre et tout ça. On a aussi des objectifs d'atteindre et donc après qui ont un impact financier si on ne les atteint pas. Donc il y a ça au niveau du top management. Mais l'exemple que je prenais tout à l'heure du packaging qui ne passe pas la chaîne de tri, même s'il est en plastique que l'on peut recycler, ça c'est au niveau des opérationnels. On conçoit des machines pour trier un maximum, mais on s'aperçoit que ça ne marche pas. Et ce n'est pas après au niveau manuel, parce qu'après chaque chaîne de tri automatisée, vous avez des gens qui sont là à trier 8 heures par jour. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête quand on met quelque chose à la poubelle. Il y a des gens à la fin qui trient et les déchets, ils passent très très vite devant eux. Donc là, c'est vraiment dans les opérationnels, c'est dans les centres de tri où on s'aperçoit que non, ce packaging-là, il passe pas. Il faut aller voir et parler avec celui qui l'a mis sur le marché, voir si on peut faire différemment. Et donc maintenant, nous, on a une filiale en fait qui s'occupe justement d'éco-conception en vue de la recyclabilité. Donc c'est aussi un nouveau métier finalement qui a été mis là. Et comme tu l'as précisé, ça passera aussi par de la coalition, par du partenariat et par du coup de la collaboration. C'est clair, ça a été expliqué tout à l'heure. Aucune entreprise ne sait tout. Donc, et l'économie circulaire, c'est effectivement comment on arrive à discuter avec les autres. Alors, c'est pas naturel. Ça peut être naturel sur les achats parce qu'on a des achats. Et encore, ça dépend des relations qu'on peut avoir dans des services achats. Mais c'est plus compliqué d'aller parler, s'expliquer, etc., passer du temps pour faire de la collaboration, du vrai partenariat, plutôt que d'envoyer un appel d'offres et de dire vous répondez à ça, c'est comme ça et point. Voilà. Donc ça demande des efforts, ça demande un autre état d'esprit. Effectivement. Alors,
Je me permets de revenir sur une chose, c'est qu'on a parlé aussi pas mal de réglementaires. Je voulais revenir un peu sur ce point-là, puisque c'est vrai qu'avec ce qui peut se passer actuellement, on a un peu l'impression d'avoir un peu un gel sur certaines réglementations, hein, à la fois donc, du coup, au niveau européen, mais aussi au niveau français. L'idée, c'est aussi d'arriver donc, du coup, à mieux communiquer. Vous avez fait part tous les quatre sur la communication. Il faut arriver à redorer le blason de l'économie circulaire pour faire comprendre que c'est un enjeu opérationnel, c'est un enjeu métier, c'est un enjeu financier, et environnemental et social assez fort. Comment le SGPE, alors je me tourne vers toi, là, Laure Green, comment le GPE donc, du coup, va prendre ce sujet pour faire redorer ce blason? Qu'est-ce qui va être mis en place? Quels sont les plans d'action qui sont passés ou qui vont être à venir? Exact. Et en fait, oui, la loi AGEC, on sait comment elle est appliquée. On a un vrai sujet, c'est de ne pas perdre ses avancées. Et donc, on a un vrai sujet, c'est déjà de se dire, ce qui est mis dans la loi AGEC, il ne faut vraiment pas le perdre. Donc là aussi, c'est un vrai sujet de négociation avec l'Union européenne notamment. On l'a vu notamment là sur le recyclage des emballages qui sont mis sur le marché, qui sont quand même un vrai sujet qui est de la négociation. Ensuite, on a quand même un sujet de se dire, on a des avancées, mais on voit bien qu'on a quand même un bras qui est un peu faible par rapport à la gestion de déchets. C'est quand même la prévention de déchets. En tout cas, tout ce qui va être le réemploi. On voit bien qu'on a accès, alors oui, on a encore beaucoup à faire sur le recyclage, mais on a quand même beaucoup accès sur le recyclage. Et là, ce qu'il faut, c'est vraiment redorer le blason, tu disais, de l'économie circulaire, mais c'est aussi redorer le blason du réemploi, de se dire que c'est pas non plus l'ancien temps, que c'est vraiment l'avenir d'avoir du réemploi. On a la chance d'avoir des matières et des produits qui sont déjà au niveau local, qui ne seront pas soumis à des ruptures d'approvisionnement comme si on avait importé des produits neufs notamment. On n'a pas des sujets de matières premières qui vont avoir une volatilité qui vont être aussi de plus en plus importantes parce qu'on aura aussi ces matières sur le sol français. Mais on a du coup, en tant que Français, nous, en tout cas au niveau de l'État, c'est un vrai sujet le réemploi parce que ça pousse vraiment vers la souveraineté française, la souveraineté industrielle. Et ça, c'est vraiment ce qu'on pousse sur de créer en tout cas une vraie filière nationale industrielle du réemploi. C'est ce qu'on pousse, d'avoir un cadre qui encourage les entreprises, un cadre qui peut aussi pousser les entreprises, qui pousse les acheteurs publics, qui va aussi aider les consommateurs. Ça peut aussi notamment, il y a plein de sujets où on peut essayer aussi d'aider financièrement les consommateurs. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose, en tout cas, d'avoir un cadre qui aide, et d'avoir des moyens. Alors, je ne mets pas de financement, voilà, j'ai pas de gouvernement en ce moment, mais du coup, l'objectif, c'est d'avoir le cadre et d'avoir les leviers, en tout cas, pour encourager et de rendre de plus en plus attractif et compétitif ce réemploi, qui est vraiment une source d'avenir, en tout cas pour nous, pour l'économie circulaire. Oui, parce que je crois savoir que tu travailles sur un plan plastique avec aussi un plan national de financement, mais ça, évidemment, en fonction de ce qu'on va avoir par la suite. Ce sujet de communication, c'est un sujet que tu as pris, si je ne dis pas de bêtises, Raphaël, à bras-le-corps avec l'ADEME, où tu as commencé à travailler beaucoup sur comment rendre l'économie circulaire vraiment attractive pour les entreprises. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livrable ? Oui, tout à fait. Juste avant, si tu me permets, je rebondis sur la notion qu'a pointé Lohengrin et qui est clé. Pourquoi on fait de l'économie circulaire aujourd'hui et pourquoi les grandes entreprises et pourquoi l'État et pourquoi l'Europe veut se positionner d'ici 2030 sur l'économie circulaire. C'est pas pour baisser les émissions de CO2, c'est un vœu noble et c'est très bien, mais c'est un vrai enjeu de souveraineté industrielle. En fait, pour faire la transition écologique, pour faire la transition numérique, on est fortement dépendant de matériaux critiques. Il y a une liste d'une 40aine de matériaux critiques dont dépend fortement l'Europe. La grande majorité de ces métaux critiques sont hors Europe. On va les retrouver en Amérique latine, on va retrouver du cobalt en RDC, on va retrouver des terres rares en Chine. Et aujourd'hui, si on arrête ces flux de matière au niveau de l'Europe, la transition numérique, c'est fini, la transition écologique, c'est fini. Donc la première question que se pose l'Europe et que se posent les entreprises aujourd'hui, c'est vraiment comment je vais avoir un modèle d'affaires résilient dans un monde sous contrainte et pénurie de ressources, et un monde qui peut changer du tout au tout, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui arrive qui me dit c'est tant de douane, donc comment je reprends possession de ces matériaux. Et ça, pour moi, ça devient, on a un changement radical de discours où avant l'économie circulaire c'était on va réduire les émissions de CO2 et maintenant c'est un vrai enjeu de souveraineté industrielle et c'est pour ça que l'Europe met le paquet là-dessus. Après, je reviens du coup sur ta question de la communication et ça va faire le pont avec ce que disait Quentin tout à l'heure sur la notion de travailler en collaboration et puis Catherine, la notion de coalition. On est convaincu aussi d'une chose, c'est que faire passer à l'échelle de l'économie circulaire, ça ne se fera pas tout seul. On a été marqué quand on a commencé à discuter avec des entreprises du CAC 40 qui nous disaient
Un LVMH, ah non mais moi je peux pas transformer tout seul ma chaîne de valeur. Un Engie, bah moi je suis trop petit pour transformer la chaîne de valeur. Alstom pareil, EDF pareil. Alors que pour nous ils génèrent des dizaines et dizaines de milliards de chiffres d'affaires. Et en fait tout seuls, ils sont tout petits pour transformer la chaîne de valeur. D'où l'importance de travailler sous forme de coalition, parce que ça permet pour ces grands groupes d'avoir un effet beaucoup plus important de levier de négociation sur la chaîne de valeur. Ça permet de mutualiser le risque. Je vais potentiellement transformer la chaîne de valeur, je prends du risque. Donc, est-ce que c'est intéressant de le prendre tout seul ou quand je m'appelle LVMH, de le prendre avec Hermès, avec Kering, avec d'autres acteurs? Bah, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant. Pas sur tous les sujets, parce qu'il y a des sujets où on se fait compétition. Bah forcément, quand je vais faire de l'économie circulaire, je vais devoir investir. Si on est 10 autour de la table sous forme de coalition, bah, on divise le coût par 10. Et puis après, il y a la notion d'influence. Pour influencer sur l'économie circulaire, bah, quand on a 10 grandes entreprises du CAC 40 qui veulent communiquer sur le sujet, c'est bien plus influent auprès de la Commission, auprès du gouvernement, si on est sous forme de coalition. Et donc on a eu une coalition sur la communication en lien avec l'économie circulaire. Alors déjà, disclaimer, très attention sur la communication, parce que quand on dit communication économie circulaire ou communication en lien avec le développement durable, tout de suite il y a le mot greenwashing qui arrive. Donc là justement, l'idée de cette coalition, c'était comment on va communiquer de façon suffisamment attractive sur l'économie circulaire pour venir positionner le sujet et rendre les offres des entreprises B2B ou B2C plus attractives que les offres linéaires, sans rentrer dans du greenwashing. Et donc en novembre, on publie avec l'ADEME. L'ADEME a sponsorisé cette coalition. On y retrouvait Renault, Citeo, l'Occitane et d'autres entreprises. Un guide de la communication sur l'économie circulaire qui sera accessible en open source. Vous pourrez le retrouver soit sur le site de l'ADEME, soit sur le site de Circulaire. Et on partage quelques conseils et quelques cas pratiques de grandes entreprises qui ont réussi à bien communiquer et d'autres entreprises qui sont complètement plantées et qui ont été rattrapées par la DGCCRF, qui est plutôt la direction de la répression des fraudes, pour cause de greenwashing. Donc là, c'est open source à partir de novembre et ce sera vraiment disponible à toutes et à tous. Super. Quentin, je crois que tu voulais réagir. Oui, en partie, puisque Raphaël a fini de dire ce que j'avais l'intention de dire au départ. Je trouve que c'est intéressant de replacer le sujet d'un point de vue macro, voire international, sur la question de la dépendance de la souveraineté. Bon, le pendant de la souveraineté, c'est la dépendance. Donc on a aussi cet intérêt, même géopolitique, à se retirer de ces flux-là. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je suis peut-être en désaccord, alors j'ai pas bien compris ce que Raphaël, peut-être tu as dit au début, sur le phénomène US. C'est-à-dire que l'arrivée de Trump, elle peut être vue comme une opportunité, mais dans ces cas-là, il faut avoir un peu de courage politique, parce que c'est le moment où il faut s'affirmer avec une singularité qui peut devenir à notre sens, en tout cas, nous, on pense que on peut devenir les entreprises fleurons de demain qui s'exporteront, parce qu'on aura compris les choses un peu avant tout le monde. Et malheureusement, on voit quand même une contraction, notamment des marchés financiers et des fonds d'investissement sur les enjeux écologiques. Nous, on le perçoit en tout cas, ça ne veut pas dire que la situation est catastrophique, mais c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et l'effet Trump a été marquant. Nous, on avait un tour de table en cours avec un fonds avec qui c'était très bien engagé 2 semaines après l'arrivée de Trump. Alors peut-être que c'était un prétexte, mais en gros, l'écologie est devenue le sujet numéro 4 ou 5. L'IA est redevenu numéro 1. Pourquoi faire? Je vous pose la question. La défense est devenue le sujet numéro 2. Bon, il y a des priorités, je l'entends, mais en tout cas, l'écologie s'est aussi vue un peu reculer. Et ce qu'on disait tout à l'heure, en particulier Catherine, sur la réalité opérationnelle de nos métiers, c'est qu'en fait, on est tous et toutes des industries, en fait. On parle de machines, on parle d'opérateurs, d'ouvrières, d'ouvriers. Il y a une réalité physique sur le terrain qui fait que c'est pas juste un petit rêve, c'est pas le compost dans le jardin, quoi. C'est-à-dire que c'est lourd, c'est des grosses machines, c'est des hectares de bâtis, et donc ça, faut aussi l'avoir bien en tête dans la logique du financement. Et un financement, nous, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros une usine, et donc s'il n'y a pas cette confiance, voire cette impulsion politique, les financements sont contractés, et donc l'écologie devient un truc un peu de salon et pas forcément très opérationnel sur le terrain. Alors ça tombe bien parce que c'était exactement le cas de ma prochaine question. Alors, bon, je veux quand même te reposer la question, Quentin, et aussi, de la chance. Et aussi à Catherine, puisque c'est vrai qu'on arrivera aussi à transformer nos modèles et à voir donc, du coup nos modes de production autrement si on arrive à faire des véritables preuves sur le terrain, que ce modèle il peut marcher et qu'il a plein de bénéfices à la fois financiers, à la fois environnementaux et à la fois sociaux. Mais pour cela, il faut qu'on arrive à passer à l'échelle.
Et forcément, du coup, ça implique des capitaux financiers aussi importants à apporter. Le monde financier, ça peut être un peu compliqué. Donc je voulais avoir vos deux visions, puisque d'un côté, une entreprise innovante qui souhaite passer à l'échelle pour arriver justement du coup à proposer des solutions de plus en plus, mais également, j'aurais bien aimé que tu nous expliques, Catherine, puisque chez Veolia, tu l'as dit tout à l'heure, l'un des gros sujets, ça a été l'eau. Et l'un des fers de lance de Veolia, c'est notamment en Namibie, si je ne dis pas de bêtises, où une énorme usine a vu le jour justement pour rendre l'eau totalement circulaire et en circuit fermé. Comment du coup ces deux passages à l'échelle ont pu se dérouler et comment du coup aujourd'hui tu vois l'avenir, peut-être commencer par toi, Quentin, parce que tu as commencé justement à expliquer les difficultés que tu vois aujourd'hui pour boucler le tour de table et pour passer à l'échelle, et comment du coup, dans l'avenir, comment tu penses te repositionner, et que Neolith va se repositionner pour arriver à apporter ses capitaux financiers pour passer à l'échelle. Il n'y a pas de repositionnement, c'est plutôt qu'il faut qu'on reparte au combat, qu'on s'adresse peut-être à d'autres types de fonds. Moi, je pense que les trois trucs pour réussir à passer à l'échelle, c'est la réglementation favorable, les financements disponibles et la qualité prouvée. Et la qualité, elle est à la fois technique, mécanique et environnementale. Et dans notre situation en particulier, la logique du circulaire mérite qu'on soit exemplaire. Et parfois plus exemplaire que ce qui existe dans l'économie linéaire. Et nous, on en fait l'observation, le triste constat parfois. Et c'est là où parfois la réglementation existante contrevient à la logique d'économie circulaire. La loi est faite pour le plus grand nombre. Et donc quand vous arrivez avec un modèle un peu singulier, c'est à vous soit de vous adapter, soit de faire évoluer la réglementation. C'est pour ça que dans mon titre, il y a directeur des affaires publiques, c'est que ça sert à faire du lobbying. En fait, il y a des boîtes jeunes, écolos, etc., qui doivent faire du lobbying pour que les choses bougent. Je tape pas sur ce qui existe. Vous avez entendu mon propos de tout à l'heure. Il y en a qui font très bien leur boulot, mais c'est juste que nous, on doit se faire une place aussi. Et donc, pourquoi je vous dis ça, c'est que parfois la réglementation stricte existante impose des règles d'hygiène ou de sécurité qui sont parfois très rigides, et tant mieux. C'est des garde-fous à plein de dérives. Et pour autant, c'est parfois un frein pour l'économie circulaire. Il y a un principe qui est important dans l'économie circulaire, c'est un principe de tolérance. Sans dire qu'il faut faire n'importe quoi. Si vous avez zéro tolérance et que vous avez que des seuils à 0,0 dans tous les domaines, vous ne pouvez pas avoir une approche circulaire. Exemple un peu facile, mais qui parle à tout le monde, des masques pendant l'épidémie de Covid. On n'a pas su recycler ces masques-là, au moins dans un premier temps, parce que la réglementation était absolument stricte sur les risques de contamination. Et donc si la réglementation sur la sécurité ou l'hygiène contrevient à la logique circulaire, ça peut être aussi un frein dans les affaires. Alors, pardon, j'ai un peu dérivé de ta question, mais... Non, mais c'est intéressant parce que du coup, on peut voir que parfois, on a des contraintes en hygiène et de sécurité qui peuvent contrecarrer avec des enjeux environnementaux ou financiers, comme tu précises. Alors, pour continuer là-dessus, et les financements et les réglementations, qui sont les deux piliers des trois que tu as cités, l'exemple de l'usine qu'on opère, l'usine de production d'eau potable qu'on opère à Windhoek, donc la capitale de la Namibie, elle existe depuis 30 ou 40 ans. Et ce qu'elle fait, cette usine-là, c'est qu'elle capte les eaux usées domestiques d'un tiers des habitants de la ville et elle les pure et elle produit de l'eau potable. Et donc ça repart en boucle dans le réseau. Et donc ça existe, ça a été financé, c'est fait. Une usine comme ça, on ne peut pas la faire en France. On ne peut pas la faire en France parce que, justement, là, la réglementation ne nous permet pas de le faire. Sauf qu'on a de plus en plus des contraintes. Le changement climatique impacte aussi la ressource en eau en France. Avec trop d'eau à certains endroits. On l'a vu dans le Nord à plusieurs reprises. Pas assez d'eau et clairement pas assez d'eau à d'autres endroits, Pyrénées-Orientales. Donc comment on fait dans ces cas-là? Et donc ces technologies qui existent de réutilisation d'eau, en France c'est moins d'1% d'eau qu'on réutilise aujourd'hui. Bon, on a un plan eau qui a été sorti en 2019, 20, 21, je ne sais plus, 2019 ou après 22, oh là là, 2022, qui donne comme objectif de réutiliser 10% d'eau une fois traitée, donc en 2030.
Donc là, une boucle d'économie circulaire qu'on va permettre et qui pourrait être utile en fonction des contextes. Parce que ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que l'économie circulaire ou les solutions qu'on peut apporter, elles dépendent effectivement des contextes territoriaux dans lesquels on est, et notamment pour l'eau. Ça, c'est tout à fait clair. Donc ça, c'était un sujet par rapport au qu'est-ce qui peut aider à mettre en place l'économie circulaire. Et j'ai un autre sujet, alors qui est plus prospectif, mais c'est qu'est-ce qu'on compte en fait. Aujourd'hui, quand on fait des investissements, quand on a besoin de financement, on compte quoi? On compte un capital financier, donc une dette, mais on ne compte pas les autres capitaux, le capital humain ou les capitaux humains, les capitaux environnementaux. On ne les compte pas. Donc on n'a pas cette comptabilité globale qu'on pourrait peut-être avoir pour mieux préserver les capitaux environnementaux et les hommes. Et ça, c'est peut-être un progrès aussi qu'on a à faire. La façon, nos systèmes d'information comptable, lesquels ils sont, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on rémunère à travers ces systèmes d'information comptable, en fait. On ne rémunère pas tout le monde, on rémunère une certaine partie. Donc il faut repenser ça aussi, comment on réintroduit les capitaux environnementaux, comment on réintroduit les capitaux humains dans un système de comptabilité durable, et ça, peut-être que ça pourra aussi être un levier. Bon, ce n'est pas tout de suite, mais en tout cas, c'est une idée que je pousse. C'est super. Merci beaucoup, Catherine. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin de ce temps. On va faire aussi un temps de questions-réponses pour justement que vous puissiez aussi poser vos questions opérationnelles aux intervenants. Pour finir un peu cette première partie de séquence, j'aimerais revenir sur plusieurs choses. Laure Green, dans mon souvenir, justement, il y a toute une rubrique économie circulaire pour aller pousser plus loin sur ces thématiques qui est disponible sur France Nation Verte. Hein, c'est bien ça? Exactement, le site du gouvernement. Voilà, sur le site du gouvernement. Mais derrière, tu le disais, on est en train de changer le cadre justement pour permettre d'aller plus loin. Mais derrière, il faut aussi que les entreprises, que les dirigeantes et les dirigeants qui peut-être nous écoutent sachent donc du coup de prendre la main et donner aussi de la donnée pour pouvoir nous faire avancer. C'est bien ça? Exactement. En fait, on a des publications qui sont sur le site du gouvernement à France Nation Verte, publication économie circulaire. Mais nous, ce qu'on a vraiment besoin pour pouvoir fournir en fait à nos autres autorités l'image la plus réelle, en tout cas, des matières en France, c'est d'avoir des données. Et ça, les données, on essaye d'avoir toutes les parties prenantes, mais c'est surtout avec vous qu'on a vraiment besoin de vos données aussi. En tout cas, ce qui est transmettable, pour il y ait de plus en plus d'échanges, en tout cas, pour que ce soit le plus d'avoir l'image et surtout de proposer au Premier ministre des leviers qui soient concrets, opérationnels et qui soient vraiment les plus efficaces et les plus performants. Et ça, on n'y arrivera pas sans vous. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'on arrive à échanger tous ensemble. Il y a tous les acteurs, mais il n'y a pas que l'État, et l'État n'y arrivera pas sans vous, les entreprises. Voilà, donc on a besoin de vous. Je pense que le message est passé. Donc soyez aussi des acteurs engagés, ou si vous allez déjà continuer justement à le faire. 2-3 autres actualités peut-être. Raphaël, dans mon souvenir, il y a aussi, donc, du coup, tu nous as parlé de coalition. Il y en a une prochainement qui arrive sur les batteries. Et il y a également quelque chose qui se passe le 2 octobre. Est-ce que tu peux nous en parler? Quel coup de pub. Merci beaucoup. Le 2 octobre, pour celles et ceux qui sont disponibles, alors ça s'adresse principalement aux personnes qui font partie de grandes entreprises ou qui appartiennent à une start-up issue de l'économie circulaire. Le 2 octobre prochain, dans la matinée, on a le club circulaire à Bercy, donc au ministère de l'économie et des finances juste à côté. Et on va traiter des business models de l'économie circulaire et de la rentabilité de ces business models. Donc il nous reste encore quelques places et vous êtes les bienvenus. Et effectivement, à Polytech Lyon, qui aura lieu début octobre, et ça c'est vraiment ouvert à toutes et à tous, on va annoncer le lancement de 2 coalitions de grandes entreprises sur 2 sujets. Donc tu en as parlé une coalition sur le DPP, donc le passeport digital dans le monde des batteries électriques, qu'on lance avec Écosystème, et puis une coalition sur l'industrie circulaire qu'on fait avec le commissariat à l'énergie atomique, et on fait une 2e année sur comment créer de la robustesse sur les chaînes de valeur des industriels. Et peut-être 2 messages clés que j'ai envie de vous partager avant de finir cette conférence, et c'est notamment pour te répondre aussi, Quentin. Je pense que tu as dit quelque chose il y a un vrai changement de paradigme, tu as associé écologie à l'économie circulaire. Je pense qu'on a vraiment besoin d'inverser le discours et d'avoir une approche très business de l'économie circulaire et de ne plus l'associer à l'écologie. On est toutes et tous convaincus que l'économie circulaire, elle permet de réduire les émissions de CO2, elle permet de réduire les limites et la pression sur les 9 limites planétaires, ça c'est sûr. Mais quand on va parler à un codir, si on lui parle de décarbonation, si on lui parle de limites planétaires, honnêtement, ça va rentrer là, ça va sortir là, alors qu'on lui parle de nouvelles parts de marché à capter, si on lui parle, et ça je reviens sur c'est le 2e point que j'ai envie de vous parler, d'une approche plus business, et notamment de qu'est-ce qu'on mesure, et t'en parlais très bien,
du coût de l'inaction, c'est-à-dire si je ne transitionne pas vers des modèles d'affaires circulaires, ça me coûte 10 millions maintenant de le faire, mais je risque de perdre 120 millions parce que je vais me prendre des chocs de matériaux, ça va devenir très très compliqué. Donc c'est ce sur quoi j'ai envie d'insister. C'est pas juste être commercial ou quoi que ce soit, mais vraiment porter le message non plus écologique de l'économie circulaire, mais une approche très business, robustesse dont parle Olivier Hamant, résilience du business, si on a envie de convaincre en interne les grandes entreprises. Voilà, désolé, j'ai un peu débordé. Mais... Non, mais c'est parfait. Merci beaucoup, Raphaël. Dernier point que je sais donc quoi aborder, c'est aussi prendre le temps pour te féliciter, Catherine, puisque tu es lauréate. Alors c'est pas encore fait, mais bon, du coup tu vas être lauréate d'un prix sur l'économie circulaire. Donc félicitations parce que c'est un prix mondial. Peut-être est-ce que tu peux, alors déjà, on peut peut-être l'applaudir. Parce que c'est un prix qui est remis par l'ISO, si je ne dis pas de bêtises. Et la dernière fois que la France avait eu ce prix-là, c'était en 2011. Oui, c'est ça. En fait, c'est tous les ans l'organisation internationale des normes, donc l'ISO, délivre un prix à un travail qui a été réalisé par différents experts. Et cette année, effectivement, je vais la voir dans 15 jours, lors de l'assemblée annuelle de la réunion de l'ISO. Voilà. C'est génial. Bravo pour ton travail. Merci beaucoup à tous les quatre. J'en profite avant qu'on fasse la partie questions-réponses. Alors je pense qu'on peut d'ores et déjà justement préparer. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. J'en profite pour faire un petit coup de pub pour BPI France. On a lancé un accélérateur sur l'économie circulaire. Donc si vous êtes une entreprise qui souhaite donc, du coup développer des projets d'économie circulaire, ou si vous êtes une entreprise, une start-up ou une PME qui a une solution innovante sur l'économie circulaire, n'hésitez pas donc, du coup à candidater jusqu'au, je me souviens, c'est mi-octobre que tout est lancé, pour pouvoir rentrer dans ces accélérateurs, pour qu'on puisse vous aider aussi à faire développer ces projets à grande envergure, puisqu'on a des super acteurs autour de la table qui le font aussi, et donc on a envie également de mettre la patte à tout ça pour vous aider du mieux qu'on peut. Voilà, je pense qu'on est arrivé donc du coup à nos tirs et je pense qu'on a déjà une première question. Oui, bonjour, merci à tous pour ces retours d'expérience et d'informations. Donc je me présente, je suis Anne-Marie, je suis une porteuse de projet. C'est une application de sensibilisation au réemploi des objets de façon ludique. Et j'ai une question, besoin d'une précision auprès de Catherine, notamment sur le cas d'usage de l'utilisation du plastique, la difficulté justement à pouvoir le vendre auprès des entreprises. Ma question, c'est est-ce que c'est vraiment lié au fait que le produit soit moche, ou c'est que, économiquement parlant, ou cher, ce sera difficile à produire et à retraiter. Voilà. Merci. Alors non, c'est pas moche parce que ce qu'on vend, ça s'appelle des petites pellets de plastique. Donc c'est des petits bouts de plastique qui peuvent être de différentes couleurs. Mais non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est clairement son coût, son prix par rapport au plastique vierge. Et puis parce que nous aussi, on produit du plastique food grade en fait, qui peut après contenir des aliments. Donc c'est une qualité aussi supérieure. Mais quoi qu'il en soit, il est plus cher que le vierge, donc ça marche moyennement. Et ce qui nous aide, c'est la réglementation. Quand on oblige des metteurs sur le marché à avoir au moins 25% effectivement de contenu recyclé dans leur matière, forcément ça fonctionne mieux. Merci. Est-ce que du coup on a une autre question en attendant? On a une question. Bien sûr. Oui, bonjour Eva Roche. Moi, j'ai été plusieurs fois entrepreneur, mais pas du tout dans ce secteur. Mais c'est un peu mon secteur de cœur dans lequel je suis investie depuis longtemps. En tant que chargée de projet développement durable, alors moi, je suis là sur tous les bics depuis le début quasiment. Je voudrais que vous puissiez avancer au niveau de BPI pour plus avoir les torches qu'on a eues dans le Bang. Là, c'est quand même une catastrophe, ces trucs-là. J'en ai vu dans les poubelles. Les torches, vous savez, les espèces de torches en plastique qu'on nous a données là, pour faire youp la hoop ce matin. Vous étiez peut-être pas là ce matin. Ah non, c'est des espèces de trucs comme ça en plastique. Alors, je pense qu'on peut rien en faire. Tout le monde les a mis dans les poubelles recyclables, mais c'est pas du tout recyclable. Ça s'allumait, vous voyez, c'était pour faire
joli. Donc voilà. Donc là, et puis je me pose vraiment beaucoup de questions parce que chaque fois c'est magnifique toutes vos décos. Oui. Mais voilà, qu'est-ce que qu'on vous faites en fait après avec ça? Sur le Big, alors sur le Voilà. Big et sur tous les Chaque événements, fois, ça effectivement, change. on a mis en place, en tout cas un certain nombre de pratiques et de normes. Sur les torches, je suis tellement d'accord avec vous. Alors ça par contre, ça je l'avais pas vu, mais c'est une catastrophe. Donc ça, je me le note. Mais dans tous les cas, sachez que vraiment, donc, du coup, sur tout le Big et que ce soit sur le jour E ou dès lors qu'on participe à des salons, tout est à chaque fois donc du coup réutilisé et recyclable. Si certains d'entre vous étaient là l'année dernière, je pense que vous avez remarqué que la grande majorité, en fait, c'est exactement la même chose que l'année dernière. Donc, en fait, on fait vraiment attention. Alors, ça nous coûte un peu de l'argent parce qu'il faut stocker tout ça en attendant qu'on les réutilise. Mais au moins, ils ne partent pas à la poubelle et ils ne servent pas que pour un jour. Mais évidemment, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on doit s'améliorer et on va s'améliorer, je vous le promets. Cyr Duré, cofondateur de Greenfib. Pour aller dans le sens de Raphaël, demain soir, il y a le lancement du bouquin de Luc Tierlink. Et si on ouvrait de nouvelles voies, alors c'est pas le recyclable, mais c'est plutôt la fonctionnalité. C'est lui qui a développé avec Decathlon Belgique l'expérience. Dans son bouquin, il y a tous les chiffres et il y a tous les arguments pour les financiers, pour leur donner envie de se bouger un peu les fesses. Mais un enjeu de ça, au-delà de la conviction, c'est aussi la bande passante que les gens peuvent avoir pour se poser des nouvelles questions et prendre du temps là-dessus. Et c'est un vrai... Moi, je suis preneur de tous les trucs et astuces pour trouver de la bande passante à ce niveau-là. Voilà, je voulais... Merci pour le partage de l'événement. Est-ce que c'est public et on peut y assister ? Vous allez sur le LinkedIn de Luc Tierlink et vous pouvez vous inscrire s'il reste des places, je pense. C'est à Plantation Paris, 18h30 demain soir. Bon, génial. Merci beaucoup. Bande passante, on a tout le temps ce problème-là. C'est-à-dire que typiquement, quand on lance des coalitions, donc là, on va lancer 2 coalitions, et ça se rajoute aux responsables économie circulaire. Et en fait, il n'y a pas de temps dans leur charge d'emploi. Et donc, c'est vraiment, aujourd'hui d'ailleurs, je les remercie parce que c'est quelque chose qui se rajoute en plus. Et donc, un des tricks, pour moi, les responsables économie circulaire, mais je pense que ça ne s'applique pas qu'à l'économie circulaire, c'est avoir de la flexibilité. Et surtout, alors on commence à en parler, c'est que certains, et je le vois dans certaines entreprises, où certains managers sont incentivés au lancement de nouveaux business models économie circulaire. Donc là, je parle que de l'économie circulaire. Donc ça commence à créer une incentive. Mais encore une fois, ça ne répond pas au problème de la bande passante qui est une vraie réalité. Et encore une fois, ce n'est pas un sujet qui est perçu comme assez stratégique pour avoir sur sa fiche de poste 25% du temps dédié. Donc ça, je n'ai pas forcément de tricks. Et par contre, ce que je trouve très intéressant dans le modèle de Decathlon, c'est partager une petite anecdote avec vous. On était parti en Learning Expedition il y a 5 ans, je crois, avec Michel Abalea, qui était l'ancien CEO monde de Decathlon. Et donc, on était parti rencontrer Fairphone, Patagonia en Hollande. Et puis, donc ça avait fait beaucoup phosphorer et ça avait beaucoup fait réfléchir le CODIR. Et Michel Abalea nous avait dit à la fin, aujourd'hui, on vend des chaussures. Demain, on vendra l'expérience de la course. Et donc, on ne vendra plus le produit lui-même, mais l'usage du produit. Et on vous garantira la meilleure course, le meilleur hike, la meilleure sortie en vélo. Mais on ne devrait plus vendre de produits. Donc, et c'est une réflexion qu'on a de plus en plus dans différents acteurs, que ce soit le BTP ou autre. Est-ce qu'un bâtiment que je vais éco-concevoir qui va me coûter plus cher, je vais le vendre ? Non, ça va être compliqué en termes de coût. Tu l'as évoqué, ça va être plus cher. Mais est-ce que je n'ai pas tout intérêt à l'éco-concevoir, à le garder et en être propriétaire ? Parce qu'il y a de l'aluminium, du cobalt, donc c'est une banque de matériaux dont le prix est en train d'augmenter au fur et à mesure des années pour rester propriétaire et pouvoir le réutiliser. Donc il y a vraiment cette économie d'usage qui va se mettre petit à petit en place. Et donc, super qu'il y ait un événement demain sur le sujet. Et juste en complément là-dessus, on s'est posé la question avec l'Institut national de l'économie circulaire sur l'INEC, la manière de raconter l'économie circulaire, qui est quand même un truc un peu abstrait, voire un peu techno, voire un peu bobo. Et donc, ce qui sortait de tout ça, je ne vais pas en faire une vraie synthèse, mais c'est que les gens dont je fais partie, et nous tous ici, craignent que leur confort de vie s'abaisse. Donc, c'est là où je te rejoins, Raphaël, sur le côté business, c'est qu'en fait, on ne perd rien, c'est ça qu'il faut voir. Et l'économie circulaire comme totem et comme absolu, ça ne marche pas.
Donc, soit tu fais comprendre que tu as des marges à créer, de la sécurité ou de la souveraineté, potentiellement des nouveaux business. Et puis, il y a un truc qu'on observe, nous, quand même pas mal, c'est, sans faire le vieux con, mais c'est toutes les nouvelles générations qui ont besoin d'être embarquées avec un récit un peu plus engagé, quoi. C'est un peu bête à dire, mais c'est pas juste du greenwashing que de proposer ces modèles-là. Et je pense que c'est des franges de consommateurs qui vont petit à petit aussi amener un nouveau souffle, même si c'est pas des gens qui ont la carte au parti, quoi. C'est pas ça le sujet, c'est juste d'être concerné par ce qui se passe. Alors, on va finir peut-être avec 2 questions. Oui, bonjour. Déjà, merci à tous les intervenants pour cette magnifique masterclass. Moi, je suis cofondateur d'une association Next Sénégal qui accompagne la diaspora africaine qui ont des projets à impact en Afrique. Et aujourd'hui, on accompagne des porteurs de projets, on les accompagne notamment sur la politique de développement durable. Donc ma question, c'est pour Thomas de BPI France. En fait, j'ai vu que dernièrement, il y a quelques années en arrière, que BPI a signé un partenariat avec le Fonds de solidarité africain, je pense que c'était en 2018, pour faciliter le financement des entreprises de ces pays, des pays membres du Fonds de solidarité africain. Je voulais savoir si vous les accompagnez aussi dans leur politique de développement ou c'est juste dans le financement, quoi. C'était juste. Merci. Alors, justement, ça, vous faites référence à notre fonds Averroès, qui est on a une partie donc, de coût international, puisque la grande majeure partie de BPI France en action est sur l'économie française, mais toujours est-il qu'effectivement, justement, par le biais du fonds d'investissement Averroès, on travaille avec des fonds d'investissement africains pour pouvoir justement faire développer toutes ces thématiques environnementales et sociales et de gouvernance. Alors on n'a pas le droit, entre guillemets, d'aller voir directement les boîtes africaines en leur disant bon, il faut que tu t'améliores. Du coup, on pose des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance au niveau des fonds d'investissement africains pour qu'ensuite ça puisse se perdurer et ça puisse se retranscrire sur l'économie. Donc du coup, c'est du front de fond. Mais derrière, effectivement, c'est des thématiques qu'on a envie de pousser, puisque le continent africain, c'est un super continent, il y a énormément d'opportunités, ça peut être vraiment du coup une super voie de développement, mais derrière aussi, c'est aussi comment on va réaliser ce développement, et ces conditions et ces critères environnementaux et sociaux sont effectivement au cœur de nos préoccupations. Moi, votre profil m'intéresse parce qu'on lance une autre coalition sur le déploiement de l'économie circulaire en Afrique avec l'AFD et on cherche des startups à impact au niveau local avec lesquelles les entreprises françaises peuvent collaborer. Donc, oui, je suis très intéressé. Oui, ce sera avec plaisir, on se voit après. Merci. Je crois qu'on avait une dernière question. Oui, c'était plutôt un commentaire. Bonjour, pardon, je tourne le dos. Je m'appelle Arnaud Dubois, je suis le fondateur de la société Gaia Police. Nous sommes dans le domaine du traitement des déchets alimentaires. D'abord, je voulais vous dire merci beaucoup pour vos témoignages aujourd'hui. C'est une grande source d'inspiration. Et puis tous les jours, comme nous sommes très engagés également avec mes collaborateurs, nous sommes comme vous et ça m'a donné beaucoup de force pour retransmettre aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer et retransmettre, mais chacune de vos expériences a du sens dans tout ce que vous nous avez dit, notamment d'avoir une chaîne où on peut collaborer ensemble, ça a l'air de rien, mais ça nous permet de mieux convaincre, de mieux nous développer, parce que notre impact environnemental et social est à ce début, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a énormément encore de potentiel. Je suis d'accord pour le côté aussi pour la nouvelle génération, mais je pense que notre projet s'inscrit aussi dans un projet intergénération. Je pense que nos aînés, on a beaucoup à apprendre d'eux, et il y a des projets qui peuvent se traduire de manière sociale, donc pour l'impact social, pas uniquement l'impact environnemental. Maintenant, je suis très ému parce que j'ai été touché par tout ce que vous avez dit, et je me suis dit, quand est-ce qu'on a le plaisir de travailler ensemble, ou de s'écouter, de discuter ensemble, comment on peut construire une solution, comment on peut construire un monde meilleur. Parce que notre leitmotiv à nous, c'est la longévité du bonheur. Donc on voudrait peut-être essayer de partager ça avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est super, on arrive à la fin justement de cette conférence. Merci beaucoup. Pardon ? Ah oui, non, parce que oui, c'est vrai qu'on a eu une très très belle conclusion. Donc n'hésitez pas donc du coup, alors c'est la fin de cette conférence, c'est la fin donc du coup des échos, donc n'hésitez pas donc à venir nous voir si vous voulez continuer un peu les échanges. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que justement ça vous a bien éclairé sur ce sujet-là, que ça vous a donné aussi également envie de transformer l'économie circulaire comme un levier d'opportunité et de performance pour vos entreprises. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et j'espère à très vite.